De nombreuses campagnes de fouilles permettent du coup de retracer l'histoire de ce site. Il s'affirme en tant que carrefour commercial à la fin du 3e millénaire, quand les pharaons qui règnent à Héracléopolis fondent une houte, c'est-à-dire un centre de pouvoir et de stockage des denrées dans la région. Elle se trouve à la croisée de plusieurs routes fluviales, maritimes et terrestres, et sert de point de départ et d'arrivée pour les caravanes qui circulent entre l'Égypte et le Levant, en passant par le Sinaï. Son rôle logistique et militaire est capital parce qu'elle est également utilisée pour ravitailler les expéditions royales chargées de protéger la route et l'ensemble de la région. Les pharaons, dits Titaouis, développent ensuite les installations déjà présentes sur le site en y ajoutant des quartiers d'habitation pour loger les administrateurs royaux. C'est là que se retrouvent les différents membres des expéditions maritimes et terrestres sur l'ordre de la couronne avant de s'aventurer vers le Levant. Marins, interprètes, chefs de caravane, soldats, marchands, artisans, etc. Sur place, ils vont tisser des liens avec la population levantine, donnant comme ça naissance à une petite société, on va dire multiculturelle. L'intensité des échanges entretenus entre l'Égypte et ses voisins est dévoilée par l'archéologie qui notamment a mis en lumière l'introduction sur le sol égyptien de divinités levantines comme Baal par exemple. Autre aspect culturel important, le domaine funéraire. Les fouilles du site d'Avaris ont mis au jour des sépultures dites de guerriers, typiquement levantines. Les dépouilles d'hommes y ont été déposées, enterrées avec des armes de style levantin, comme des haches en bec de canard, des pointes de javelines et des dagues. Des ânes ont été inhumés à la surface, symbole des activités militaires et commerciales du défunt. Les populations nomades qui occupent le delta oriental transforment donc la culture locale en profondeur. Le royaume d'Avaris ne naît donc pas suite à l'invasion d'Égypte par des hordes d'Asiatiques, comme ça a longtemps été écrit, maintenant vous le saurez. Les premiers royaumes se constituent dans le delta vers le milieu du XVIIIe siècle avant notre ère. On ne connaît que 3 rois d'Avaris. Le plus connu se nomme Néhésie, surnommé le Nubien. Les textes et les objets découverts au moment des fouilles, ne nous permettent pas, malheureusement, de connaître précisément les liens qui unissent le royaume d'Avaris et la Nubie. Et quand il y a des traces, elles sont difficiles à interpréter. Le royaume jouit d'une certaine autonomie politique, ça on le sait, mais sa domination ne se limite qu'au delta. Il est dirigé par des rois dont les noms sémitiques trahissent des origines levantines. Les textes mentionnent 50 noms de rois, mais on ne sait absolument rien d'eux. Les sceaux, qui portent les noms des rois du Nord, permettent de reconstituer les contours de ce royaume. Il s'étend d'Avaris jusqu'à Huronarty, un site fortifié pas très loin de la 2e cataracte. Alors c'est vrai que depuis le début, je parle des cataractes, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, c'est des chutes d'eau, si vous voulez, des rapides qui sont tout le long du Nil. Vous avez la 1re, la 2e cataracte, la 3e, 4e, 5, 6, je ne sais plus combien il y en a. Là, la 2e cataracte, c'est à côté du Soudan, si vous préférez. Cet endroit inclut également des sites cananéens. On remarque que l'espace commercial des rois du Nord déborde largement des frontières égyptiennes. La prospérité d'Avaris repose essentiellement sur le contrôle du Nil et des routes des oasis du désert occidental, surtout de la route qui sillonne le Fayoum. La nécropole a livré tout un ensemble d'objets d'origine levantine et nubienne, indiquant que les habitants de la citadelle jouent un rôle significatif dans les échanges commerciaux reliant la Nubie à la Méditerranée. L'importance d'Avaris ne fait qu'augmenter au détriment des grandes villes de Moyenne-Égypte comme Beni Hassan et Berchet, privées des accès principaux aux marchés égéens et levantins. Les notables du Sud perdent le contrôle des échanges à longue distance. Dorénavant, le centre logistique et commercial qui relie l'Égypte au reste du monde se trouve donc à Avaris. Les rois du Nord entretiennent aussi des rapports étroits et dynamiques avec le royaume de Kerma, qui est situé en Nubie, au niveau de la 3e cataracte. Les souverains d'Avaris emploient fréquemment des marchands ou des mercenaires nubiens au moment de leurs expéditions commerciales ou militaires. Les orfèvres locaux achètent et fondent l'or provenant de la région de la 4e cataracte, à plusieurs centaines de kilomètres au sud de Kerma. Toutefois, les céramiques nubiennes sont très différentes de celles produites à Kerma, et ça témoigne de la grande variété du réseau d'échanges établi par les Avarites. Avaris
participe pleinement aux échanges proche-orientaux et exporte des quantités considérables d'objets précieux. Des anneaux d'or, des jarres d'huile, des textiles, du mobilier, tout ça provenant de Chypre, de Syrie intérieure et d'Égypte. Des textes découverts sur le site de Mari attestent de la circulation en Mésopotamie des pièces de lin provenant des ateliers égyptiens qui transitent par l'intermédiaire de Byblos. Des sceaux babyloniens, des fragments de tablettes diplomatiques, tout ça atteste des relations qu'entretiennent les rois du Nord avec leurs homologues proche-orientaux. Une seconde phase d'activité, plus intense que la première, va débuter au tournant du XVIIIe et du XVIIe siècle. On observe un accroissement considérable des objets d'origine cananéenne ou chypriote. Les Avarites construisent des palais, des bâtiments administratifs et des temples de taille monumentale, suivant un schéma proche-oriental. La citadelle d'Avaris s'étend désormais sur près de 250 hectares. Changement majeur, les défunts ne sont plus enterrés dans des cimetières, mais au sein même des maisons. C'est une pratique funéraire typiquement asiatique. Les rois apposent leur nom sur d'anciens monuments et d'anciennes statues égyptiennes. Ils disposent comme ça, à peu de frais, de monuments témoignant de la puissance des monarques qui ont régné sur cette partie de l'Égypte. Ils récupèrent, si vous voulez. L'administration royale d'Avaris suit le modèle de celle des monarchies levantines. À l'intérieur du palais, en briques crues, de vastes salles accueillent les banquets qui réunissent les alliés et les clients du roi. Le souverain du Nord tisse ainsi un habile réseau politique qui lui permet d'étendre son emprise sur l'Égypte, et même au-delà, sans avoir besoin de constituer une administration, on va dire, trop complexe. Les élites politiques portent le titre de fils du roi d'Avaris, sur le modèle, vous connaissez maintenant, des anciennes élites du royaume d'Ititaoui. Leur nom, inscrit donc sur des sceaux mis au jour en Nubie, au Levant et sur certains sites égyptiens, montre qu'ils participent aussi activement aux activités commerciales. L'autre grand centre du royaume du Nord se trouve de l'autre côté du Sinaï, Sharouen, au sud de l'actuelle ville de Gaza, cité aménagée à l'extrémité des routes qui relient le pays de Canaan aux régions situées à l'est du Jourdain. Son rôle principal est de drainer les produits cananéens destinés au marché méditerranéen ou égyptien en direction d'Avaris. Elle fait partie de l'ensemble d'enceintes militaires érigées pour surveiller la route qui traverse le désert. L'huile d'olive, produite dans le sud du Levant, arrive à Avaris avant de prendre la direction de la mer ou de la vallée du Nil. Les archéologues ont découvert donc dans la ville à Avaris plus de 2 millions de grandes amphores destinées au transport de l'huile ou du vin levantin. La ville est également intégrée aux circuits commerciaux méditerranéens. Des centaines de bateaux accostent dans le port avarite, chargés d'or, d'argent, de lapis-lazuli, de turquoise, de haches de bronze, d'encens, de bois précieux et même d'huile parfumée. Alors on ne dispose d'aucune information qui soit relative au roi d'Avaris, à la durée de leur règne. On connaît un certain Khayan qui a vécu entre 1610 et 1580 avant notre ère bien sûr, et dont le nom a été retrouvé à Babylone, en Anatolie centrale et en Crète, attestant du rôle majeur que joue alors Avaris au sein des relations diplomatiques entretenues entre les pays de la Méditerranée et du Proche-Orient. Mais le souverain avarite le plus célèbre, vous le connaissez peut-être, c'est Apophis, qui, dans la première moitié du XVIe siècle avant notre ère, serait parvenu à étendre son influence sur la moyenne Égypte. Le dernier roi d'Avaris se nomme Kamoudi, qui est vaincu par le souverain thébain Amosé. Les Thébains détruisent le royaume d'Avaris et s'emparent de leurs richesses. Ils se lancent ensuite dans une véritable opération de dénigrement de leurs adversaires. Ça se fait déjà à l'époque, vous voyez, comme quoi c'est pas nouveau. À la demande du nouveau maître du pays, les scribes composent un récit intitulé « La guerre de l'an 3 », gravé sur 2 stèles royales et une tablette inscrite à l'encre, en hiératique, qui propage l'idée d'un roi étranger qui cherche par tous les moyens à s'emparer des richesses de l'Égypte. Selon cette histoire, le prince thébain, Kamosé, se plaint de devoir partager son pouvoir avec un asiatique et un couchite et de subir les impôts des Avarites. En 1552, avant notre ère évidemment, il entreprend une campagne militaire interprétée par les égyptologues comme le début d'une guerre de libération entre guillemets nationale. Les armées thébaines sont animées par l'ardent désir de se libérer de l'emprise des rois étrangers qui deviennent les seuls maîtres d'une section du Nil de plus en plus importante.
Il ponctionne le trafic fluvial avec une efficacité redoutable. La destruction du royaume d'Avaris devient donc une nécessité stratégique pour les Thébains s'ils veulent accéder directement à la Méditerranée et au Levant. Le roi thébain présente cette expédition militaire comme une guerre de libération nationale. Les textes inscrits sur les parois des monuments de Thèbes retranscrivent le long discours qu'il adresse à ses hommes en employant l'expression « notre Égypte ». Ce mythe a pour but de légitimer la prise d'Avaris par les Thébains.